Bonjour. Allez, pour commencer, un petit jeu mental. Imaginez deux listes, 1, 2, 3, 4, 5, etc. pour la première, les nombres entiers quoi. Et puis 2, 4, 6, 8, 10, etc. pour la seconde, les entiers pairs. Donc, question, quelle liste est la plus longue ? Eh bien, le résultat contre-intuitif est sans appel. Ces listes ont la même taille. Troublant ? C'est normal. Un homme a bâti toute une théorie sur ce genre de malaise intellectuel. Il s'appelle Georges Cantor, l'immense Cantor. Et après le dernier épisode de Maths en tête, fictif en forme de poisson d'avril, je vous veux bien une pointure, une vraie. Bienvenue sur Maths en tête. Comparer les infinis, la bombe mathématique. Reprenons notre petite expérience d'intro. D'un côté 1, 2, 3, 4, 5, de l'autre 2, 4, 6, 8, 10. Si on devait choisir laquelle de ces listes est la plus grande, je crois qu'on aurait tous tendance à pointer la première. Après tout, la seconde n'est qu'une sous-liste de la première, non ? Et pourtant, c'est précisément là que Georges Cantor entre en scène. Il propose quelque chose de très simple et en même temps profondément déstabilisant. Pour comparer deux collections infinies, on ne va pas les compter, puisqu'on ne peut pas en fait. Non, on va essayer de mettre leurs éléments en correspondance, deux par deux. Un invité, une chaise. S'il reste des invités debout, il n'y a pas assez de chaises. Et s'il reste des chaises vides, il n'y a pas assez d'invités. Vous voyez l'idée ? Ainsi, si tout le monde est assis pile en face de quelqu'un, alors les deux groupes ont la même taille. Faisons ça avec nos nombres. Au premier entier, 1, on associe 2. Au 2, on associe 4. Au 3, on associe 6. Autrement dit, à n, on associe 2n. Résultat, chaque entier trouve exactement un nombre pair et chaque nombre pair correspond à un entier. Pas de reste, pas d'oubli. On dit qu'on a créé une bijection. Conclusion vertigineuse, il y a autant d'entiers que de nombres pairs. Pour parler de ça proprement, Cantor invente un mot, la cardinalité. C'est simplement la taille d'un ensemble. Pas une taille géométrique, pas une longueur, pas un volume, mais le nombre d'éléments qu'il contient. Et pour l'ensemble des entiers, cette famille infinie particulière, Cantor la note avec une lettre hébraïque, un drôle de X déformé avec un indice 0, Aleph 0. C'est l'infini des choses qu'on peut numéroter. Premier, deuxième, troisième, même si ça ne s'arrête jamais. Les entiers, les nombres pairs, les fractions, tous vivent dans ce même infini-là. Alors oui, autant d'éléments dans l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5 que dans l'ensemble 2, 4, 6, 8, 10. Si ça vous gratte un peu derrière le front, rassurez-vous, vous êtes en parfaite santé mathématique. Cantor appelle ce genre d'infini dénombrable. Non pas parce qu'on peut le définir, évidemment, mais parce qu'on peut en théorie dresser une liste infinie bien ordonnée. Premier, deuxième, troisième, etc. Et ce n'est pas réservé aux entiers. Les nombres rationnels, les fractions pour le dire vite, peuvent aussi être rangés dans une liste, même s'il y en a une infinité entre 0 et 1. Là encore, c'est contre-intuitif, mais possible. À ce stade, Cantor aurait déjà de quoi faire lever quelques sourcils dans les séminaires. Mais il ne s'arrête pas là, parce qu'il se pose une question encore plus dangereuse. Et tous les nombres entre 0 et 1, est-ce que eux aussi, on pourrait les mettre dans une grande liste infinie ? Imaginons qu'on essaie. On écrit, premier nombre, 0,31419,6. Deuxième nombre, 0,5000000, etc. Troisième, 0,271828, etc. Quatrième, 0,1234556, etc. Et ainsi de suite. Une liste interminable. Cantor arrive alors avec un petit sourire en coin et dit « Très bien, donnez-moi votre liste ». Et à partir de cette liste, il fabrique un nouveau nombre. Il regarde la première décimale du premier nombre et il la change. La deuxième décimale du deuxième nombre, il la change aussi. La troisième décimale du troisième, pareil. Résultat, le nombre qu'il construit diffère du premier sur sa première décimale, du deuxième sur sa deuxième, du troisième sur sa troisième. Donc ce nombre-là n'est égal à aucun de ceux de la liste. Résumons, quelle que soit la liste que vous proposiez, Cantor peut toujours fabriquer un nombre réel qui n'y figure pas. Impossible de tous les attraper. Ouais, c'est pas faux. Conclusion explosive, il existe un infini plus grand que celui des entiers. Comment ? À ce moment-là,
On ne parle plus simplement d'un truc philosophique ou poétique, hein. On parle d'une structure mathématique très précise. Cantor vient d'ouvrir une porte étrange. L'infini n'est pas unique. Il y en a plusieurs. Et ils n'ont pas tous la même taille. Cantor, l'homme au centre de la tempête. Quand on entend ça aujourd'hui, avec plus d'un siècle de recul, on se dit peut-être « bon, d'accord, c'est bizarre, mais pourquoi tout ce vacarme ?» Pourtant, à la fin du 19e siècle, ce que Cantor vient d'affirmer est tout sauf anodin. Parler d'infini différent, ce n'est pas juste ajouter une curiosité de plus au musée des mathématiques, c'est toucher à quelque chose de très profond, à ce que signifie exister pour un objet mathématique. Georges Cantor naît en 1845 à Saint-Pétersbourg, dans une famille cultivée et cosmopolite. Père commerçant, mère musicienne, environnement artistique, plusieurs langues parlées à la maison. Enfant fragile physiquement, il grandit entre rigueur intellectuelle et sensibilité esthétique, deux traits qu'on retrouvera toute sa vie. Sa famille s'installe en Allemagne alors qu'il est adolescent, et Cantor étudie dans plusieurs universités prestigieuses. Zurich, Göttingen, Berlin. Il suit notamment les cours de Weierstrass et de Kronecker. Ironie de l'histoire, vous allez comprendre pourquoi. Deux figures majeures des mathématiques de l'époque. Cantor, à ce moment-là, n'est pas une superstar académique. Il enseigne à l'université de Halle, en Allemagne. Il travaille d'abord sur des problèmes très techniques d'analyse de séries trigonométriques, et puis, presque à contre-cœur au départ, ses recherches l'amènent vers ses équations d'ensemble infinies. Gros souci, tout le monde ne le suit pas. Certains collègues trouvent ses idées trop abstraites. D'autres les jugent carrément dangereuses. Le plus virulent s'appelle Leopold Kronecker, un mathématicien influent, très respecté, partisan d'une vision extrêmement prudente des mathématiques. C'est lui qui lance cette phrase restée célèbre. Dieu a créé les entiers, tout le reste est l'œuvre de l'homme. Sous-entendu, l'infini de Cantor, très peu pour moi. Les échanges deviennent rudes, les soutiens institutionnels se font rares. Cantor se sent incompris, parfois méprisé. Dans sa vie personnelle, Cantor se marie, a plusieurs enfants, et mène en apparence une existence bourgeoise stable, tout en étant intérieurement très inquiet de la réception de son travail. Et ce climat pèse lourdement sur lui. Il traverse au cours de sa vie plusieurs épisodes de dépression sévère, avec des périodes d'hospitalisation. C'est important de le dire avec précaution, on ne devient pas malade parce qu'on fait des mathématiques abstraites. Mais l'isolement, la violence des critiques, le sentiment de lutter seul contre une partie de la communauté, tout ça n'a certainement pas aidé. Malgré cela, et c'est assez frappant, Cantor continue. Il publie, il écrit des lettres passionnées à ses collègues. Il cherche aussi des appuis du côté des philosophes et des théologiens. À côté des mathématiques, il se passionne pour Shakespeare, pour la théologie et même pour des questions historiques assez inattendues comme l'idée que Francis Bacon aurait écrit les pièces de Shakespeare. En tout cas, il est convaincu que ce qu'il a découvert est fondamental, et il a raison. Peu à peu, même si la résistance est forte, ces idées circulent. D'autres mathématiciens commencent à les reprendre, à les préciser, à les formaliser. La théorie des ensembles est en train de naître dans la douleur. Et quand Cantor meurt en 1918, il n'a pas encore vu à quel point son travail allait devenir central. Ce qu'il a lancé dépasse désormais largement sa propre trajectoire personnelle. Mais comment cette plongée dans l'infini a remodelé tout le paysage des mathématiques modernes ? L'après-Cantor, ce qu'il a changé pour toujours. Ce que Cantor a mis sur la table à la fin du 19e siècle, ce n'est pas juste une curiosité mathématique, c'est un séisme. À partir de là, impossible de faire comme si de rien n'était. Parce que ces idées vont forcer toute une génération de mathématiciens à clarifier ce qu'ils entendent par ensemble, par nombre, par démonstration. Très vite, certains essaient de mettre de l'ordre dans cette nouvelle jungle conceptuelle. On formalise, on axiomatise. Des noms apparaissent. Zermelo, Frenkel. La théorie des ensembles prend une forme plus solide. Mais ce n'est pas fini, car Cantor avait laissé derrière lui une question vertigineuse. Existe-t-il un infini strictement entre celui des entiers et celui des nombres réels ? Ouf, ça va un peu trop vite pour moi. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du continu. Pendant des décennies, personne ne parvient à la trancher. Et au XXe siècle, coup de théâtre,
Kurt Gödel montre qu'elle ne peut pas être réfutée à partir des axiomes habituels de la théorie des ensembles. Puis Paul Cohen prouve qu'on ne peut pas non plus la démontrer. Autrement dit, avec les règles standards du jeu, la question est indécidable. Oui, une question parfaitement bien formulée à laquelle les mathématiques ne peuvent pas répondre, sauf en changeant les règles. Là encore, Cantor avait ouvert une porte qu'on ne pouvait plus refermer. Ces idées irriguent aujourd'hui des domaines entiers, la logique, l'informatique théorique, la théorie de la calculabilité, la compréhension même de ce qu'est une preuve. Et au-delà des mathématiques, elles ont nourri de grandes discussions philosophiques. Le statut des objets abstraits, la différence entre ce qui est construit et ce qui est simplement postulé, la question de savoir si les mathématiques sont découvertes ou inventées. Avant Cantor, l'infini était souvent une notion un peu floue, presque métaphysique. Après lui, c'est devenu un objet mathématique précis, structuré, hiérarchisé. On peut comparer des infinis. On peut en fabriquer de plus grands à partir d'autres. On peut montrer que certaines questions à leur sujet sont hors d'atteinte d'un système donné de règles. Et c'est peut-être ça au fond le plus impressionnant. Cantor n'a pas domestiqué l'infini, il a montré qu'il avait une architecture. Des étages, des couloirs, des escaliers qui montent sans fin. Et depuis, quand les mathématiciens parlent d'infini, ils parlent, qu'ils le veuillent ou non, dans le langage que Cantor a contribué à inventer. Ce petit voyage au pays de Cantor touche à sa fin. Enfin, s'il en a une. J'espère vous avoir embarqué avec moi. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aller vous manifester sur les réseaux sociaux en commentaire de cette émission, sur Spotify, YouTube et autres, à me mettre les étoiles de rigueur. Votre soutien, visible ou invisible, compte beaucoup et me donne de la force. Ah, et petite précision, toutes les sources de cet épisode et de la centaine d'autres sont en description et dans le fichier texte libre d'accès. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil pour aller plus loin. En tout cas, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Culture Mathématique. Bye!